On va partir maintenant on va plus partir en Corée, on va quitter la Corée pour aller en Allemagne. Merci. Nous allons accueillir dans quelques instants l'artiste Maotic pour la seconde conférence Art Science intitulée Algorithmes et art, rencontre du troisième type. Alors, on va accueillir sur scène donc dans quelques instants Mathieu Le Sourd qui lui est en diplex depuis Berlin. C'est un véritable artiste numérique. Sa démarche est axée sur la création d'environnements multimédia immersifs et des systèmes visuels générés en temps réel. C'est lui-même qui conçoit ses propres outils pour transformer notre perception de l'espace. Quant à lui, toujours assoiffé de nouveaux défis, il collabore avec des musiciens, des artistes du son, des scientifiques et c'est le cas justement de sa collaboration avec Baptiste Chantraine qui va nous rejoindre dans quelques instants. Lui, Baptiste, donc il est maître de conférences en mathématiques à l'université de Nantes et il a comme domaine de recherche la géométrie différentielle. Réunis ce soir pour notre plus grand plaisir, ils vont nous prouver que lorsque les mathématiques et l'art sont réunis ensemble, cela donne lieu à des créations originales et permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Je demande d'accueillir tout de suite sur scène Damien Éveillard. Baptiste Chantraine, pardon. Bonsoir Baptiste, pardon. Bonsoir aussi Mathieu, vous êtes donc en duplex depuis Berlin. D'abord, présentez-nous Baptiste votre domaine de travail. Oui, alors merci. Donc je suis maître de conférence en mathématiques, c'est-à-dire que je suis enseignant-chercheur. Ce soir c'est la nuit blanche des chercheurs, donc je vais plutôt parler de la recherche, surtout que c'est ma recherche un peu qui m'a rapproché de Mathieu. Alors je ne vais pas faire un exposé de vulgarisation scientifique sur mon domaine, parce que ça prendrait trop de temps, puis il est 9h du soir, je pense qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent, mais j'ai quand même envie de présenter quelques images qui donnent une saveur des objets qui m'intéressent au quotidien. Donc je fais de la géométrie différentielle, et plus précisément je fais de la géométrie de contact, qui est une sous-branche de la géométrie différentielle. Et alors la première image que j'ai eu envie de montrer ce soir, pour introduire un peu la géométrie de contact, c'est la suivante. D'ailleurs elle est d'actualité, je pense qu'on aurait pu la prendre aujourd'hui. Aujourd'hui elle est d'actualité, à Nantes en tout cas. Bon, alors c'est pas le cas. Donc c'est la trace d'un pneu dans la neige. Bon, alors pourquoi ces traces de pneus m'intéressent? Bon, parce qu'elles se rappellent la trajectoire d'une voiture. Et la voiture, elle a fait quelque chose, elle a reculé, elle a tourné et elle est avancée. Il y a un moment singulier un peu qui a lieu dans cette trajectoire, c'est cette petite pointe. Et en géométrie de contact, ce lieu singulier-là, en fait, on l'efface, on l'interprète différemment et on dit si je continue à regarder juste la rotation des roues, donc je rajoute en fait une troisième coordonnée à l'espace bidimensionnel de la neige. En fait, je vois une trajectoire rouge qui relève la trajectoire verte. Alors là, c'est la première chose que je fais en mathématiques, c'est d'enlever toute la poésie du caoutchouc sur le flocon et il me reste juste un peu une ligne verte. Et la ligne rouge, c'est un objet qui s'appelle une sous-variété legendrienne, un relevé legendrien d'une trajectoire. D'accord. Alors je ne vais pas trop vous ennuyer longtemps avec ça, mais ça c'est un modèle local. Et alors maintenant ce que je fais avec ça, ou ce qu'on fait en géométrie différentielle, quand on a un objet local, on l'utilise comme des blocs de Lego pour le recoller, pour obtenir des objets qui cette fois-ci ont plus forcément de lien avec la réalité. Donc là j'en mets quelques-uns pêle-mêle ici, hein, on en voit donc qui restent soit de la même dimension 1, mais il y a aussi des objets de dimension 2, et voire 3, 4, 5, 6, hein, qui un peu dépassent l'entendement ou la possibilité de le dessiner ici. Et ensuite, une fois qu'on a ces objets-là, on les étudie pour essayer de savoir comment ils se déforment, comment, si j'en regarde deux, est-ce que en fait je regarde les mêmes mais d'un autre point de vue ou ces choses-là. Et pour étudier ces déformations-là, j'étudie, et ça c'est les objets importants dans ma recherche, c'est la notion d'invariant. Donc un invariant, si on devait faire une analogie avec, je ne sais pas, une enquête policière ou un détective, c'est un indice. Hein, on a un coupable il a certains attributs, mais on ne connaît pas tout à fait l'identité du coupable. Par contre, on a quelques indices, et certains indices sont mieux ou moins bien. D'accord. Donc moi, je regarde un objet géométrique et je vais lui associer des indices. D'accord. Donc voilà, ça c'est un indice sur l'objet géométrique qu'on voit à gauche. Alors,
peut-être c'est pas très parlant, peut-être ça donne pas l'impression que c'est un bon indice, mais c'est quelque chose de pas mal parce que c'est une formule, je peux la rentrer dans un ordinateur, je peux lui poser des questions, d'accord? Et l'intérêt, alors l'étude des invariants, c'est un peu chercher un équilibre entre est-ce que l'indice que j'ai est flou ou pas flou, assez précis. Donc on pourrait penser par exemple à un indice qui c'est très bien pour une enquête policière, c'est l'ADN. Par contre, le policier va dire moi l'ADN c'est très bien, mais je ne vais pas aller chercher l'ADN de tous les suspects parce que c'est quelque chose qui est difficile à calculer. Voilà. Ça serait un invariant qui serait très bien théoriquement, mais qui est trop compliqué à calculer. Un autre indice qui lui est facile à calculer, c'est la couleur des cheveux. Si on va dire mon coupable est blond, le policier il dit c'est gentil, mais je ne vais pas mettre tous les blonds en prison. D'accord. Donc chercher un peu l'équilibre entre c'est quoi un bon invariant, comment l'invariant se comporte, est-ce qu'il va me permettre de manière effective de détecter des objets, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, je vais pas non plus faire beaucoup plus long que ça. Hein. Je termine juste par un dernier dessin, donc qui dit un peu ces études d'invariants. Il faut d'abord les construire pour être capable de les calculer et après prendre des objets. Alors même si on a l'impression qu'il y a un côté aléatoire, comment on fabrique des objets, évidemment, ils apparaissent d'une certaine manière ou d'une autre. On sait qu'ils existent. Il faut être capable de les représenter, même s'ils sont en dimension plus grande. Là, on voit une photo. Alors je l'ai pris au hasard hein, il y a quelques mois, ce tableau-là, mais ça m'obsédait un peu. Je cherchais un peu à trouver comment représenter un certain objet. J'ai pas encore tout à fait réussi. Voilà. Et une fois que j'ai réussi à représenter l'objet qui, je sais, existe, est-ce que je vais être capable de calculer ou de distinguer les choses. Voilà. Bon, c'était une réponse un peu longue. Je ferai plus bref hein, pour le. Et d'où vient cette passion, Baptiste, pour la géométrie différentielle? Ouais. Alors j'ai toujours, c'est compliqué à répondre. Hein. Je pense que alors les maths, j'ai toujours aimé parce qu'il y avait quelque chose en fait de rassurant pour moi. Ça me permettait un peu de dire que j'étais un peu dans un espèce de cocon de sûreté. Je me disais ces choses-là, je sais que c'est vrai. Et à partir de ces choses vraies, où est-ce que je vais pouvoir aller? Après, pourquoi la géométrie plus qu'autre chose? Parce que je pense que j'ai toujours eu un peu une sensibilité au monde extérieur, quand même, physique, visuel, qui m'entourait. Et puis donc c'est un peu ces choses-là qui m'ont amené à faire de la géométrie plus qu'autre chose. Hein. Vous, Mathieu, donc je le disais, vous êtes un artiste numérique. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail? Oui, en fait, j'ai fait une petite présentation en fait, de 4 projets qui utilisent des données, des algorithmes pour générer du contenu génératif en temps réel. Et en fait, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré pendant mes études en master en art numérique, c'est l'œuvre ouverte de Umberto Eco. En fait, ce livre part de l'acte d'improvisation créatrice lorsque la narrative de l'œuvre n'est pas figée et reste pour l'auteur un champ de possibilités à exploiter selon sa sensibilité. Et utiliser des algorithmes dans mes projets m'ont permis de créer des œuvres ouvertes où l'auteur et le public participent à l'œuvre et ce de façon active et avec une collaboration nécessaire. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé à créer des performances audiovisuelles en direct, des installations interactives et des compositions visuelles générées à partir de bases de données. Et le premier projet que je vais vous présenter s'appelle Flow. C'est un projet qui a été présenté à Ars Electronica en 2016 dans un espace qui s'appelle Deep Space. C'est un endroit où ils ont 8 mètres par 6 d'écran frontal, mais aussi au sol. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire en fait comme œuvre, comment je voulais l'exploiter. J'ai tout de suite pensé à l'horizon. Et comme j'ai grandi en fait près de la mer, en fait, je me suis toujours intéressé à la manière, l'aspect visuel et esthétique qu'avait l'océan selon en fait le temps qu'il faisait, la lumière ou selon les marées. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant en fait de créer une œuvre générative qui pourrait représenter un océan, qui pourrait être modifié selon en fait des bases de données, selon l'endroit où selon l'état du temps ou l'état de la mer. Et du coup, j'ai créé en fait un système génératif où j'ai récupéré 11 données différentes, 11 paramètres, comme la direction du vent, la force du vent, l'humidité, le temps qu'il fait, le cycle de la lune, la hauteur de l'eau. Et en fait, l'espace que vous voyez sur la droite, en fait, c'est l'espace immersif. Et en fait, la narration de l'œuvre, en fait, elle se connecte à différentes villes qui se trouvent près de la mer. Et tous les 2 minutes, en fait, le système va récupérer les données, en fait, du temps qu'il fait, c'est le jour et la nuit, etc. Et en fait, il va récupérer ces données et les injecter dans le système pour faire apparaître des sculptures audiovisuelles, en fait, qui réagit aussi au passage des gens, parce que c'est un système de tracking qui arrive en fait à détecter la position des gens. Et du coup, chaque 2 minutes, on voit en fait un autre état de la mer, en fait, qui change en fait à chaque fois. Et vous pouvez voir l'autre slide.
une autre itération en fait de la même œuvre en fait. J'ai fait différentes itérations, des vidéos et aussi des installations en fait dans différents lieux. En fait, je récupère des données météorologiques sur Internet. Je me connecte sur des sites de météorologie. L'autre œuvre, en fait, qui s'appelle Aérion, en fait, j'ai toujours aussi pensé, en fait, pourquoi faire du temps réel, pourquoi créer son contenu, en fait, en direct, et pourquoi pas le faire en pré-rendu, c'est-à-dire le calculer à l'avance et le montrer comme une vidéo normale. Et en fait, j'avais cette idée de présenter une œuvre qui soit différente à chaque fois que je présente selon le lieu où je le présente. Et en fait, Aérion, c'est le nom d'un drone militaire. Et en fait, l'idée, c'est que j'utilise la cartographie du lieu où je me trouve et tout dépendant où je suis, en fait, je scanne en fait 100 km aux alentours du lieu de la performance. Ici, à l'occurrence, c'est l'île de Nantes avec Stereolux. Et ensuite, après, en fait, j'injecte cette cartographie dans mon système et à l'aide d'un joystick, une manette de jeu, en fait, je fais voyager ce drone, en fait, je le fais voler à différents lieux du paysage. Et tout dépendamment s'il vole au-dessus d'une forêt, d'un lac, d'une ville, en fait, ces données-là, en fait, sont injectées dans le système et en fait, créent toute la composition audiovisuelle. Et du coup, ma performance, c'est vraiment de manipuler ce drone en temps réel virtuel qui se promène, en fait, un peu partout. Et là, c'est un exemple d'une performance que j'avais fait à Cracovie, en Pologne, en 2018. Et tout le contenu généré par rapport à la cartographie, c'est ce qui crée en fait tous les éléments 3D que vous pouvez voir. Un autre projet, en fait, il faut savoir aussi que je suis en résidence avec Baptiste et Stereolux. En fait, on fait une résidence en créant des ateliers, mais aussi je vais venir à Nantes pour participer à une résidence. Et j'ai fait ça aussi un peu plusieurs fois aussi avant, notamment à Braga au Portugal, où j'ai incorporé une équipe de chercheurs dans un centre qui s'appelle INL. C'est un centre de nanotechnologie qui ont en fait un microscope hyper puissant pour pouvoir détecter les atomes et les filmer. Et du coup, j'ai passé 5 jours avec eux dans l'équipe de recherche et 3 mois plus tard, j'ai créé une œuvre en fait pour un peu vulgariser un peu leur travail scientifique. Et j'ai créé cette œuvre avec un microscope qui peut analyser différents patterns sur une plateforme. Et en fait, la personne peut les manipuler à l'aide d'un joystick aussi. Et selon en fait le pattern ou la texture que le microscope analyse, on peut voir différents résultats audiovisuels. Et là, c'est une composition qui est créée justement directement à partir de la captation du microscope. Et la slide suivante. Ouais. Du coup, là, c'est un petit peu l'exemple. À gauche, en fait, on voit le système avec le microscope et puis la projection. Et à droite, en fait, c'est les éléments qui sont que j'ai récupérés du laboratoire. En fait, c'est avec ces éléments-là qu'ils arrivent en fait à savoir comment les atomes en fait se comportent dans différents environnements. Et c'est à partir de cette texture-là où tout ce macrocosmos virtuel a été créé. Et le dernier projet que je voulais vous présenter, qui est aussi très fort en lien avec le travail de Baptiste, parce que j'ai travaillé aussi avec un mathématicien basé à Los Angeles, c'est un producteur de musique anglais, Max Cooper. En fait, on avait cette idée de créer en fait une œuvre dans un dôme de Montréal, Société des Arts Technologiques, où la projection est immersive, on est vraiment à l'intérieur du visuel, et on a travaillé sur l'hyperdimensionnalité en fait. Et en fait, nos yeux en fait voient le monde en 3D, on voit en fait les formes, les distances en 3D, mais en mathématiques, en fait, il existe plus que 3 dimensions en fait. Il existe 4 dimensions, 5 dimensions, 6 dimensions. Je ne vais pas vous les expliquer, je pense que Baptiste pourra les expliquer meilleure façon que moi. Mais en fait, on voulait en fait traduire en fait ces dimensions hyperdimensionnelles en 3D dans un dôme pour que les gens en fait soient à l'intérieur de ces formes. Et en fait, c'est des formes, genre un cube avec 2 cubes à l'intérieur où il y a plusieurs axes de rotation en fait. Et là, c'est un torus, en fait, ça s'appelle 4 décimes. En fait, c'est 2 torus où il y a 9 axes de rotation et du coup, on peut créer un espèce de morphing entre les textures et créer en fait des formes vraiment improbables. Et on peut regarder la vidéo pour terminer, pour vous donner plus une idée.
Voilà, Bravo. donc. Bravo pour cette belle vidéo. Dans votre travail, Mathieu, où apparaît l'imprévu finalement dans votre domaine et dans votre travail au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose d'aléatoire? Ouais, complètement pas vraiment parce qu'on a vraiment une idée au départ d'un projet ou d'un thème qu'on veut aborder et ensuite on découvre la manière dont on le fait. Et vu qu'on est des artistes numériques, on est un peu des artisans de la technologie, on utilise des technologies, une nouvelle technologie que très peu de gens utilisaient avant ou où il y a très peu de références. Du coup, on avance un peu dans l'inconnu. Et souvent, en fait, on a une idée de départ et le résultat à la fin est complètement différent parce qu'on doit aussi faire face à des barrières technologiques, des barrières en fait qui nous empêchent de pouvoir faire exactement ce qu'on avait pensé à la base. Et du coup, ça nous amène toujours en fait sur des résultats un peu différents. Et c'est aussi la manière dont je crée mes visuels. En fait, tous mes visuels sont créés à partir d'algorithmes et de code. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'injecte beaucoup de données aléatoires dans mon système. Ça fait que à chaque fois, la combinaison de ces données aléatoires font réagir le système différent et amène à avoir tout le temps un visuel différent. Et c'est toujours assez impressionnant comme la manière dont le système réagit. Et en fait, il se comporte pas vraiment comme une machine, vu on injecte toutes ces données aléatoires. Il se comporte plus d'une manière humaine. En fait, ça enlève un petit peu ce côté froid de la technologie. Et c'est ce que j'aime bien, c'est créer un peu des sculptures audiovisuelles qui vivent par elles-mêmes. Et c'est assez méditatif et c'est assez humain. Et vous, Baptiste, où est-ce qu'est la part d'imprévu dans votre travail dans les mathématiques? Alors je dirais partout à peu près. Alors je vais pas reprendre un peu la diatribe d'Angelo tout à l'heure où il nous a bien détaillé un peu la beauté du mot en grec, en latin, ou des choses comme ça. Mais reste avec que c'est un mot avec des belles citations. citations. Reste que l'imprévu, c'est un mot que j'aime beaucoup et c'est aussi un peu quelque chose que je considère qui rend le quotidien intéressant. Je pense que si jamais l'imprévu n'existait pas, je ne ferais pas ce que je fais. Et alors l'imprévu en mathématiques, il est à tous les coins de rue, j'ai envie de dire. Alors quand on se lance un peu dans un projet, vu qu'on est en train d'explorer des territoires inexplorés, on essaie de prouver des résultats qui sont inconnus, on ne sait pas si ces résultats-là sont vrais ou faux, donc on peut faire face un peu à des choses inattendues. Alors évidemment, comme le mot imprévu a des fois une connotation négative, c'est vrai aussi en mathématiques, des fois on peut être déçu du résultat obtenu ou du résultat qu'on n'a pas obtenu. Par contre, des fois aussi, ça ouvre la porte sur quelque chose de beaucoup plus riche. L'invariant qu'on a étudié, en fait, se révèle être beaucoup plus robuste que ce qu'on pensait et est très calculable, donc on a quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ce à quoi on s'attend. Donc ça, c'est un peu l'imprévu dans le côté recherche. Après, il y a aussi l'imprévu dans les côtés communication. Alors, il y a toute une partie de notre travail qui est là en ce moment un peu mis en pause, la partie conférence. Pour le coup, là, on fait une conférence, mais aller faire des voyages, échanger nos résultats avec nos pairs et des choses comme ça qui, après, génèrent des nouveaux résultats. Et donc, il y a un côté aussi infini, un peu dans les possibilités entre les échanges, la communication, les résultats. Donc, partout. Voilà. Partout aussi, il y a un autre point commun, vous êtes tous les deux passionnés par la nature, que ce soit vous, Baptiste, ou que ce soit vous, Mathieu. Et justement, Mathieu, l'imprévu dans la nature existe ou pas? Comment vous l'interprétez? J'interprète. En fait, j'essaie de la représenter graphiquement avec des données, des choses comme ça. Et c'est sûr que dans la nature, il y a en fait plein de choses qui peuvent se passer. En fait, quand on voit le climat ou des choses comme ça, on peut voir que des éléments peuvent en fait être modifiés et pouvoir être complètement modifiés en fait en temps réel. Et du coup, c'est un peu je sais pas quoi répondre à cette question. Je suis désolé. Et vous, Baptiste, votre travail s'inspire de phénomènes naturels comme les vents, comme les marées. Quelles informations mathématiques avez-vous besoin pour observer justement la nature? Alors, il y a beaucoup de réponses qu'on pourrait donner. Et ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on veut faire. Alors,
l'infinité d'informations que la nature ou la Terre ou l'univers a à nous fournir n'est pas utile pour tous les problèmes qu'on veut résoudre. Si on veut juste un peu étudier comment la Terre se promène dans notre système solaire, on n'a pas besoin de savoir quelle température il fait. Par contre, si on a besoin de connaître la météo, là on a besoin d'avoir un certain nombre avec une certaine précision la température à certains endroits. Il y a quand même un point commun à toutes les choses, c'est quand on veut observer un phénomène dans le temps, le principe de base, c'est d'abord de connaître comment ce phénomène doit évoluer. Donc là, en termes techniques, c'est quelle est l'équation différentielle, quelle est l'équation d'évolution du phénomène qu'on veut observer. Et l'autre chose, c'est quelles sont nos données initiales. Donc par exemple, pour la météo, quelle était la température qu'il faisait il y a 5 minutes ou des choses comme ça, pour déterminer qu'est-ce qui se passe après. Alors ces deux choses-là sont difficiles à prédire pour des raisons similaires ou différentes. On ne peut pas connaître la température à tous les points de la Terre, donc on fait des approximations. Et ces équations d'évolution-là, même si on les connaît, en général, on ne peut pas tout à fait les résoudre, on ne peut pas donner une prévision complète, on est un peu dans le domaine de l'imprévu, et donc on doit aussi développer des méthodes pour se faire une idée de quelles sont les solutions. Donc c'est un peu ce qui rejoint ce qui a été dit dans la première conférence, Est-ce qu'on fabrique un modèle précis pour un certain contexte que l'on sait être faux, parce que de toute façon on sait que le modèle parfait n'existe pas, et comment on compose avec ces choses-là. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'un atelier que vous avez mené tous les deux. J'aimerais qu'on revienne là-dessus justement avant de passer aux questions des internautes. Quel est cet atelier que vous avez créé pour les étudiants? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un atelier en fait d'un logiciel qui s'appelle Touch Designer, qui est en fait de la programmation nodale. Et en fait, ça permet à différentes personnes de pouvoir créer des environnements multimédia qui peuvent réagir à tout type de forme et tout type de choses, tout type de données, et aussi de créer en fait des univers 3D qui, dans le cadre du travail de Baptiste, en fait peut interpréter son travail en fait mathématique dans des formes 3D. Et en fait, on a 4 ateliers en fait de 4 heures avec des étudiants de différents parcours. Je faisais beaucoup d'informatique, mais aussi de diverses sciences. Et l'idée, en fait, c'est de leur donner les bases en fait du logiciel pour qu'ils puissent créer leur système, et après voir avec eux un petit peu comment ils veulent les utiliser, en sachant que c'est un logiciel assez divers, ample, en fait, qui permet de faire tout type de choses comme contrôler des lasers, contrôler des lumières, récupérer des données à partir d'un site internet ou d'une caméra vidéo. Et du coup, on a commencé le workshop, l'atelier la semaine dernière, et on attend de voir un petit peu comment ça va aller pour voir quel type de projet ils sont intéressés, sur lesquels travailler. Et on a déjà eu un petit peu de retour de leur part, et ça a l'air ils ont l'air assez intéressés. Ça va être un atelier sur plusieurs mois, du coup, comment ça va se passer concrètement? Alors, il y a la semaine dernière, et il y a un atelier aussi la semaine prochaine, donc ça c'est un peu l'exploration avec les étudiants. Après il y aura 3 semaines de pause, et puis il y aura aussi 2 autres séances au mois de mars. Entre temps, les étudiants eux vont un peu développer leurs propres projets. Nous on va aussi explorer un peu un certain nombre de données qu'on a envie de rentrer dans ce logiciel-là, donc qui proviennent un peu de la nature, de ma recherche, ou des choses comme ça. Et il y aura une restitution. Après, chaque étudiant va mettre en place un projet. Donc, ils nous ont écrit, ils ont des intérêts divers. Il y en a qui s'intéressent un peu au fond marin, il y en a qui s'intéressent à la musique ou des choses comme ça. Et je pense que ce logiciel-là, en fait, justement, va être intéressant pour créer des surprises ou justement des analogies. On pourrait lui rentrer des données d'une certaine forme qui viennent par exemple des fonds marins, ou des données qui proviendraient de la géométrie ou des choses comme ça, et observer un peu des phénomènes similaires, et puis se donner un peu, créer des liens entre diverses branches des sciences au moyen de ces représentations visuelles dans ce logiciel-là. Ouais. Qu'est-ce que vous permet l'art à la science, et inversement, qu'est-ce que permet la science à l'art? Alors d'abord, Baptiste, qu'est-ce que l'art permet? C'est quoi cette rencontre justement avec Maotic? Qu'est-ce que ça permet pour vous? Alors, si je réponds de manière assez égoïste, c'est que moi j'ai un certain nombre d'objets dans la tête que j'ai envie d'explorer, et j'ai envie un peu avec Mathieu d'aider à prendre des formes concrètes, pour un peu. Même si on est quand même souvent dans notre tête ou en train de dessiner au tableau, on a quand même dans notre tête ces choses-là qui existent, et puis essayer de voir sous quelle forme
elle pourrait prendre vie au moyen de Touch Designer, et puis aussi jouer un peu avec ses paramètres. Donc comme on dit, les solutions des équations d'évolution, connaître les points de départ de ces paramètres de l'équation nous permet de prédire le futur, et puis changer juste un peu ces petits paramètres au départ va complètement changer un peu l'évolution. On connaît tous l'histoire du papillon qui balaie au mauvais endroit puis qui fait la tempête. Voilà, donc jouer un peu avec ces paramètres-là qui proviennent de mes surfaces legendriennes que je chéris tant, et puis les rentrer dans ce logiciel-là, et puis faire un peu évoluer tout ça, puis ressortir un visuel intéressant. Et vous, Maotik, qu'est-ce que vous permet finalement la science? Je trouve que les chercheurs, les scientifiques à qui j'ai travaillé, on a exactement le même processus de travail, c'est-à-dire qu'on navigue un peu dans l'inconnu, on fait des tests, on voit le résultat, on fabrique des prototypes, et du coup on en tire des résultats et voir un petit peu comment on peut interpréter ça. Et moi, la science, c'est sûr, vu que je programme des ordinateurs ou je programme des logiciels, c'est toujours aussi un peu la même optique de recherche, de pouvoir un petit peu créer des outils nouveaux pour pouvoir communiquer des émotions, des expressions. Et en fait, on est entouré de nouvelles technologies de nos jours, et souvent, en fait, elles passent inaperçues, mais certains artistes les utilisent d'une manière intéressante pour pouvoir exprimer des choses. Je me souviens en fait d'une caméra 3D qui avait été utilisée juste pour les jeux vidéo, et personne les avait vraiment utilisées. Et les artistes s'en sont accaparés et en fait ont créé des choses très intéressantes en captant la silhouette, captant les mouvements, captant en fait la position. Et du coup, je suis aussi très intéressé par les données. Comme j'ai montré en fait dans mes projets flow ou météorologiques. En fait, j'ai un autre projet aussi qui s'intéresse aussi au changement climatique, où là je m'intéresse à des ouragans qui sont passés partout sur la planète, et en récupérer un et en fait utiliser en fait ces données-là pour créer une narration. Et du coup, la narration de la performance, en fait, elle est basée sur des vraies données qui ont été émises en fait de la part de cet ouragan. Et en fait, je recrée en fait une simulation de cet ouragan en temps réel dans un lieu immersif. Du coup, oui, très intéressé dans ça. Comment s'est réalisée votre rencontre entre vous, Maotik, et vous, Baptiste Chantraine? Alors, moi, j'ai émis l'intérêt auprès de l'Université de Nantes de faire cet atelier art sciences création numérique, qui avait été déjà fait il y a 2 ans avec Stereolux, avec un autre enseignant et un autre artiste. Et donc, j'ai rencontré l'équipe du Stereolux et j'ai un peu expliqué les tenants et les aboutissants. Bon, alors, de ma recherche et aussi de ce que je voulais voir un peu ou explorer dans un projet un peu art numérique. Et basé là-dessus, ils m'ont mis en contact avec Mathieu. Et je crois que Stereolux... Et vous avez beaucoup de choses à construire, dont cet atelier. C'est le premier d'une longue série? On verra. On ne peut pas prévoir. Quels sont vos autres projets, vous, Mathieu? En fait, on a un projet aussi en commun avec Baptiste pour cette résidence-là aussi. On aimerait en fait développer un projet ensemble, et on avait cette idée-là en fait de créer un système en fait de caméra qui puisse filmer la vraie vie, on va dire, l'extérieur ou la nature ou quoi que ce soit, et en fait de représenter la mathématique comment les mathématiques nous entourent et comment elles sont toujours présentes autour de nous. Et on avait l'idée en fait d'avoir un tableau et en fait de pouvoir créer des formes, et que la caméra puisse détecter la forme et extraire des équations par exemple, ou par exemple regarder le sol et voir un petit peu comment on pourrait extraire des formes géométriques à partir d'éléments d'urbanisme ou de la nature ou des éléments qui nous entourent. Et c'est un petit peu le projet sur lequel on aimerait travailler sur cette résidence ensemble. Vous voulez ajouter quelque chose, Baptiste? Non, juste que ce projet-là, oui, je pense que permettrait aussi à la fois de représenter la nature et les mathématiques et leur lien entre eux, et puis aussi un peu le processus de création qui est que quand on commence à dessiner quelque chose ou à réfléchir à quelque chose, on ne sait pas tout à fait où ça va aller, et puis les choses vont se révéler au fur et à mesure qu'on
on travaille et puis qu'on fait avancer ces choses-là. Puis je rebondis sur un truc que Mathieu a dit un peu plus tôt, quelque chose comme ça, et je pense que c'est ce que j'ai voulu mettre en avant au début dans les choses-là, c'est que un lien, je pense, entre ce que Mathieu fait et ce que je fais, c'est que il y a toujours des blocs élémentaires qui paraissent très simples, et puis que quand on les met ensemble, en fait, ça va toujours donner lieu à une musique ou à un visuel intéressante, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que Touch Designer va permettre de faire. Et aussi avec ce lien avec les invariants, de prendre un objet puis le transformer en données numériques, et ces données numériques là peuvent ensuite représenter autre chose, puis observer des similitudes entre ces choses là, donc entre la nature, entre ce qui se passe sur le tableau, qu'est-ce qui se passe dans le logiciel. Voilà, c'est toutes des explorations qui, bon, il y a tout un arbre de possibilités là-dedans que je trouve assez excitant. Et la nature, c'est un bon terrain de jeu. Vous Toujours. pouvez l'explorer de mille manières, j'ai envie de dire, et elle vous apporte toujours beaucoup de réponses. Et de questions surtout. Des questions auxquelles vous avez envie après de répondre. Vous, c'est pareil, Mathieu? La nature, c'est un très bon terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, c'est aussi la manière dont les choses en fait s'adaptent par rapport aux conditions, la manière dont elles évoluent, elles naissent, elles vivent. En fait, c'est une matière organique en fait. Et mon travail est vraiment basé sur ce côté organique en fait du numérique, des visuels. Et en fait, c'est vraiment une très grande source d'inspiration. Je sais pas, en fait, comme des fruits, la manière dont elles sont composées en fait mathématiquement ou géométriquement est toujours intéressant. Trouver ces patterns, trouver cette itération en fait de formes fabriquées sous des formules mathématiques ou plein de choses comme ça qui sont assez plus soufflantes. Et de quelle information on a besoin pour représenter la nature, le nombre minimum d'informations pour donner une représentation fidèle de ce qu'on veut faire, et après jouer avec ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à faire entre l'art et la science. On va passer maintenant, merci à tous les deux, aux questions des internautes. Vous êtes très nombreux ce soir à vous être connectés, on vous en remercie. D'abord, avez-vous déjà expérimenté la sérendipité? C'est Baptiste pour votre travail. Je ne connaissais pas ce terme. Ouais, alors je pense que si je l'interprète correctement, c'est l'imprévu agréable. Alors, si j'ai bien compris, autrement je suis pas tout à fait sûr. Alors, je dirais oui. Alors, quand l'imprévu arrive tout le temps, évidemment, il y a de l'imprévu agréable, il y a de l'imprévu désagréable, mais oui, je pense j'ai eu des grands moments de découverte qui m'ont apaisé, qui ont apaisé certaines angoisses, parce que évidemment, c'est aussi un travail. Il faut se rappeler, quand on fait des mathématiques ou des choses comme ça, on passe quand même beaucoup de temps à pas comprendre des choses, et puis il y a un moment où les choses se révèlent à nous, puis deviennent claires, et puis ça arrive, alors ça peut arriver dans le train, ça peut arriver en buvant une bière dans un bar, ça peut arriver, mais là c'est vrai que d'un coup ça nous frappe au visage, et c'est un moment agréable, donc je dirais que oui. Mathieu, y a-t-il un propos sur la société de surveillance dans votre approche artistique? Oui, en fait, Aérion, l'œuvre sur le drone était sur la surveillance, un petit peu, en fait, même si j'ai utilisé dans différents domaines. Le drone, en fait, c'est une invention technologique que tout le monde peut s'accaparer au jour d'aujourd'hui, et du coup, c'est utilisé de plein de différentes manières. C'est utilisé pour faire des films, des photos, mais c'est aussi utilisé pour surveiller le peuple ou lors des manifestations ou des choses comme ça. Et il y a d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler, notamment avec des caméras, ça s'appelle Computer Vision, qui permet de capter en fait le faciès et la position des yeux, de la bouche, et des choses comme ça. Et il y a beaucoup de compagnies maintenant qui s'y intéressent aussi, et on voit des sociétés en Israël ou dans plein de pays en fait où ils font la reconnaissance faciale. Et la surveillance, en fait, quand je fais des installations interactives, en fait, je surveille pas le public, mais les publics, en fait, c'est détecté d'une certaine manière, en fait, par rapport à leurs mouvements ou des choses comme ça. Et j'interprète d'une manière artistique où chaque mouvement, leur présence interagit avec l'œuvre. Et ensuite,
Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire maintenant avec des caméras. On parlait d'intelligence artificielle. On entraîne les machines, en fait, les systèmes à pouvoir reconnaître des éléments du faciès. En fait, c'est assez inquiétant pour certaines utilités. Ça peut l'être moins pour d'autres, mais la technologie, en fait, va toujours un peu dans les deux sens. Quand vous travaillez, Mathieu, avec des artistes, musiciens, justement, est-ce que vous êtes dans la négociation audiovisuelle ou dans une forme de traduction, de production sonore? En fait, ça dépend. Quand je fais des installations, je produis mon propre son, en fait, puisque c'est plus du sound design ou les actions, en fait, l'interaction du public génère aussi du son. Mais quand je travaille sur des performances audiovisuelles, je travaille plus avec des compositeurs. Les différents types. Dernièrement, je travaillais avec un compositeur hollandais qui mélange violoncelle et synthétiseur modulaire. Et à partir de ça, en fait, au fil des années, j'ai créé beaucoup d'outils en fait d'analyse sonore où je me connecte directement avec eux, avec leur système, pour connaître différentes fréquences comme low, mid et high, différentes fréquences, mais aussi des signaux MIDI ou bien l'enveloppe en fait du son. Et du coup, j'ai créé toute cette espèce de système d'analyse sonore où en fait, je viens un petit peu du DJing comme beaucoup de gens, en fait, vidéo jockey où les gens passaient des vidéos l'une après l'autre dans les clubs. Aujourd'hui, on arrive à créer des systèmes qui réagissent vraiment à la perfection au son. Et je travaille beaucoup aussi avec des compositeurs, ça fait que je connais aussi la narration, la composition et ça, ce qui permet en fait de faire des œuvres réactives un peu plus riches qu'autrefois. Baptiste, dans l'absolu, tout est prévisible, pardon. Seulement, il y a tellement d'interactions avec des éléments à un instant T qu'il est impossible de les modéliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Alors, je vais répondre par oui et par non à la fois. Alors, d'abord, je suis content que cette question soit posée, parce que ça permet de faire une différence qui a été pointée dans la première conférence déjà. Hein, c'est que le thème de la conférence, c'est l'imprévu et c'est pas l'imprévisible, qui sont quand même des choses absolument différentes. Et j'aime mieux le mot imprévu, parce qu'il y a quand même une certaine forme de subjectivité là-dedans qui permet de le manipuler, alors qu'imprévisible, il y a effectivement un caractère objectif dans le truc, quelque chose qui ne peut pas être prévu quoi qu'il arrive. Et donc la question commence par disant dans l'absolu. Alors, et pareil, l'absolu demande une certaine objectivité. Je ne sais pas exactement où elle est. Ceci dit, il faut voir qu'est-ce qu'on veut dire par prévisible. Alors, parce qu'on sait que dans le monde microscopique, maintenant, les particules ont plus tendance à évoluer comme si elles étaient une onde de probabilité. C'est-à-dire une particule, c'est pas un point qui vit quelque part dans l'espace, c'est quelque chose qui a une chance de se retrouver dans un endroit dans l'espace avec une certaine probabilité. Il y a 20% de chance que le photon soit ici ou là-bas. Donc ça peut paraître, il peut y avoir un caractère imprévisible. C'est imprévisible de savoir où est quelque chose. Par contre, ce qui est prévisible, c'est de dire, une fois qu'on connaît cet imprévu de l'onde et qu'on sait comment les ondes doivent évoluer, alors les équations de la physique quantique nous disent, techniquement on peut faire ça. Et là, maintenant je vais répondre à oui par la question, c'est que oui, même si on connaît a priori l'équation d'évolution d'un modèle, ce qui est déjà un problème en soi, même quand on le connaît, savoir de passer de l'équation avec ses interactions initiales à ce qui va se passer au temps plus loin, repose sur notre capacité à résoudre cette équation. Et ça, c'est quelque chose qui est en général avec beaucoup d'équations pas possibles. Et avec aussi le petit désagrément ou le petit plaisir, ça dépend comment on regarde les choses, qui est que même si on connaît nos conditions initiales à peu près, dans 1000 ans, une petite variation dans les conditions initiales vont donner quelque chose d'absolument différent, comme on peut observer dans beaucoup de phénomènes. Donc, oui et non. Oui et non. Donc on ne peut pas prédire, entre autres parce qu'il y a beaucoup d'interactions, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas prévisibles, je pense, de par leur nature. Donc c'est pas aussi tranché. Merci Baptiste. Mathieu, dans un monde où les machines peuvent faire des œuvres d'art aussi bien que finalement et aussi réussies que les meilleurs artistes au monde, le métier d'artiste a-t-il, selon vous, encore un avenir? Oui, en fait, je pense pas que des machines puissent faire des œuvres aussi intéressantes qu'un artiste. Je pense qu'une œuvre, en fait, doit esthétiquement peut-être, mais ensuite conceptuellement et pour transmettre des émotions ou des expressions, c'est un peu plus difficile. Je
je pense que les machines vont nous aider à produire plus facilement, dans un sens où au jour d'aujourd'hui, juste avec un téléphone portable, un iPhone, on arrive en fait à pouvoir modéliser un objet juste en prenant des photos de différentes perspectives, ce qui était impossible il y a 5 ans en fait, où on devait connaître en fait des logiciels de modélisation 3D pour pouvoir y arriver en fait. Et après, il y a des œuvres qui ont été créées avec du machine learning ou le GAN, comme on en parlait auparavant dans la conférence. Mais en fait, pour moi, c'est juste des plugins, des effets, un petit peu comme on peut trouver dans des logiciels. Mais le concept et l'exécution derrière tout ça, je pense que c'est juste des artistes qui peuvent le faire. En fait. Pour moi, les machines, en fait, font juste ce qu'on leur donne à faire. En fait. Mathieu, est-ce qu'une aisance se développerait à force de manipuler ou contempler des représentations à plus de 3 dimensions comme dans vos œuvres? Vous pouvez répéter, pardon? Alors, est-ce qu'une aisance se développerait à force de manipuler ou contempler des représentations à plus de 3 dimensions comme dans vos œuvres? Non, je pense pas. En fait, ça reste très abstrait en fait, et il est formé de plus de 3 dimensions. Et du coup, c'est vraiment des expériences en fait qui sont basées à partir de formules mathématiques et qui sont un peu difficiles à comprendre en fait, même pour moi-même, même si en fait j'ai les données, je les manipule, mais c'est pas vraiment je pense pas que ce soit quelque chose de très facile, d'accord. Merci. Merci. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Baptiste? Alors, je ne vais pas extrapoler sur l'aisance de Mathieu ou non à vivre dans les choses en 3 dimensions, mais par contre, c'est dit, je pense que ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par représenter quelque chose en 3 dimensions. C'est-à-dire on est confronté tous les jours à une 4e dimension, qui est notre dimension temporelle. C'est-à-dire on n'est pas au même endroit qu'on était il y a 5 minutes, parce que le temps, il y a 5 minutes, c'est autre chose. Et la dimension, c'est juste le nombre de données qu'on a. Donc à partir du moment où les paramètres à lesquels on est habitué, par exemple la couleur de mes cheveux, la quantité d'argent dans mon compte en banque, la distance qui me sépare de chez moi et compagnie, on a déjà créé 3 dimensions juste avec ces 3 données-là. Donc je pense que la question veut plus dire l'aisance à se représenter géométriquement ces objets qui existent mathématiquement. Bon, alors après, il y a toujours des astuces, et je pense que Mathieu l'a fait avec Hyperform, qui est de regarder un peu le film en se déplaçant dans les paramètres. J'avais quand même un petit truc à dire sur la question précédente, sur l'art et puis les machines, parce que même si je suis pas artiste, j'ai quand même une opinion sur la question. Je pense que la photographie rendait une certaine forme de la réalité en 2 dimensions qui n'a pas tué la peinture, et je ne pense pas que même si les robots vont être capables de faire des choses qui ressemblent à des œuvres d'art, ça ne va pas tuer l'art qui existe avant, parce qu'on aura toujours des émotions à transmettre, et les émotions, ça viendra de l'humain, enfin peut-être des machines un peu plus tard, et ces émotions-là vont rentrer en résonance avec d'autres humains, quel que soit le médium, et puis je pense que ça va toujours durer. Merci beaucoup, merci Mathieu, merci aussi à vous Baptiste. Merci aux autres intervenants qui se sont prêtés au jeu ce soir d'un exercice pas facile puisque nous étions en direct de Stéréolux sans public. Merci aussi à vous, public virtuel, qui avez été extrêmement nombreux ce soir et à poser toutes les questions aux différents intervenants qui se sont venus sur scène ce soir. Alors, si vous n'avez pas pu tout suivre, les conférences ainsi que les ateliers seront en replay sur la chaîne YouTube de l'université. Il est exactement 21h45 et sachez que les ateliers en live sont encore en cours. N'hésitez donc pas à rejoindre la page Facebook de l'université pour les suivre et à aller visiter aussi le site de la NBC pour découvrir plein de contenu. Enfin, merci à tous nos partenaires. Ce soir, c'est un événement qui a été organisé par l'Université de Nantes en partenariat avec Stéréolux. Merci à la région, merci au Fonds européen de développement régional et merci aussi à la ville de Nantes de nous soutenir. Et enfin, merci aux équipes techniques, donc Stéréolux pour l'accueil et puis Zébulon et Quack pour production. On se donne rendez-vous l'année prochaine et j'espère cette fois en présentiel. Merci à tous et très bonne soirée.